Ladies and gentlemen, our last European Council was marked by the participation of President Volodymyr Zelensky. He took part in a brief plenary session where we had the occasion to reaffirm our full support for Ukraine for as long as it takes, because defeat for Ukraine is not an option. President Zelensky then met in small formats with leaders about intensifying their direct operational assistance, especially for more weapons. To win the peace, we must strengthen our defense and our capabilities. And 3 days after the Russian attack, we took the decision to deliver arms and munitions to Ukraine, and this marked a paradigm shift. I believe this was the birth of our European defense. Strengthening our European defense means developing our industrial capacities, and this is urgently needed to support Ukraine. Russian forces have fired between 20,000 and 50,000 artillery shells per day in recent months. Ukraine needs ammunition to defend itself, and that's why we have worked on the proposal of Estonian Prime Minister Kaja Kallas to organize bulk orders to support the pace of our deliveries to our Ukrainian friends, and High Representative Borrell has developed a concrete plan to implement this assistance to Ukraine. Ladies and gentlemen, we would like to see an escalation. We would like to see an escalation towards peace. But Russia has not stopped escalating the war. It would only take one decision, just one decision from the aggressor to engage in peace, to silence the weapons, and to withdraw its troops behind the internationally recognized borders of Ukraine. Unfortunately, we do not see any signals from the Kremlin in this direction, and despite this, we continue to fight a battle for peace, the diplomatic battle. We support the Just Peace formula proposed by President Zelensky. It is based on the UN Charter, it is based on the respect for the international law, and we are working hard to rally the international community behind peace efforts, like we did in the run-up to the vote in the UN General Assembly, calling for the withdrawal of Russian forces from Ukraine territory. We also discussed, for instance, this with many contacts at the recent African Union Summit in Addis Ababa, and the High Representative went to the United Nations in New York for the vote. The resolution was supported by an overwhelming majority of 141 countries. This vote is encouraging, but the work of convincing others remains extremely challenging. Ladies and gentlemen, honourable members, the economic consequences of the war in Ukraine have forced us to ask ourselves the right questions about the competitiveness of our economy, both in the short and long term. Just one example to illustrate the challenge. The EU's energy trade deficit in 2022 represented some 4% of our GDP, compared with 1.7% in 2021, while the United States has seen its surplus increase threefold during the same period. Energy exports in the United States have increased by 60% in 2022. Last December, the European Council asked the Commission to present ways of helping our industry drive forward our green and digital transition, especially in the context of more targeted state interventions, including by the United States. And we have decided on our short-term strengths of action. First, relaxing the state aid regime in a targeted and time-limited way, coupled with greater flexibility in the use of all existing financial means. Second point, making life easier for our businesses by streamlining procedures and authorization. And third, stepping up training and retraining to provide our future sectors with the professionals they desperately need.
But, ladies and gentlemen, we also must take action in the long term, because we cannot allow the short-term measure to undermine our long-term strategy. And this is precisely the debate we will have next week at our next European Council on the competitiveness of the European economy. And we expect the proposals requested from the Commission tomorrow. In the long term, I think we need to work on 3 areas: investment, innovation, and trade. First, investment. European companies, particularly SMEs, are having difficulty finding the capital they need to invest in innovation. The gap between the EU and the United States in terms of productive investment represents 2% of GDP. Another example, the EU stock market capitalization is less than half that of the US as a proportion of gross domestic product. And yet, Europeans save far more than Americans. We must close this gap, and we know the solution. There is a solution. This is called the Capital Market Union, a project whose foundations were laid almost 10 years ago, and it's now crucial that we speed up legislative work to bring this essential project to fruition, to finance our economy, to create jobs, and to ensure the well-being of all Europeans for decades to come. C'est aussi pour cette raison qu'avec la présidente de la Commission, la présidente de la Banque centrale européenne et avec le président de la Banque européenne d'investissement et le président de l'Eurogroupe, nous avons lancé publiquement cet appel à accélérer le travail en lien avec l'Union du marché des capitaux. Mesdames et messieurs, le deuxième point sur lequel nous devons travailler porte sur l'innovation. Et nous nous souvenons tous qu'il y a quelques années déjà, la stratégie de Lisbonne avait défini un objectif ambitieux, 3% du PIB devait être dédicacé à cette mobilisation de capacités vers l'innovation. Or, nous voyons bien que le résultat n'est pas à la hauteur de l'objectif qui a été fixé à l'époque. Nous devons faire plus, nous devons faire mieux, et certainement ça fera partie du débat qui aura lieu au sein du Conseil cette semaine. Nous voyons par exemple, si je prends les plateformes digitales, que pour celles-ci, 90% de leur capitalisation pour les 70 entreprises les plus importantes dans le monde relèvent des États-Unis et de la Chine. C'est montrer la faible proportion de la capacité de l'Union européenne à se déployer sur des secteurs qui sont pourtant essentiels pour notre avenir commun. Et enfin, le troisième point que je souhaiterais mentionner à cette tribune, c'est l'enjeu du commerce. Quelques réflexions sur ce sujet avec vous. Le commerce a été pendant de très nombreuses années, j'ai envie de dire, un atout sacré pour l'Union européenne. Ce fut un moteur puissant de prospérité, de capacité à générer du développement et de l'amélioration des conditions de vie pour nos concitoyens. Et nous voyons bien aujourd'hui, il faut le regarder avec lucidité, que si nous sommes dans la Ligue des champions pour négocier des accords commerciaux, on a de plus en plus de difficultés à veiller à ce qu'ils soient mis en œuvre. Ainsi, depuis 2006, sur 14 accords commerciaux qui ont été conclus, l'immense majorité est soit entrée en vigueur de manière provisoire, et non pas de manière définitive, voire l'entrée en vigueur est restée au point mort. On aura, dans les mois qui viennent, avec par exemple le Mercosur, le Chili ou la question du Mexique, un certain nombre de choix qui devront être faits. Il faudra regarder la vérité en face. Et pour vous dire le fond de ma pensée sur le sujet, je pense que nous avons 2 enjeux en lien avec notre politique commerciale pour l'avenir. Le premier touche à notre méthode de décision, à notre méthode de négociation d'une part, aussi la capacité à veiller à ce que nos sociétés, l'ensemble des acteurs directement concernés, puissent se sentir impliqués dans le processus, c'est-à-dire travailler pour plus de transparence, pour plus de confiance. Il y a un bon exemple, je crois, c'est le Brexit. Le Brexit a été l'occasion de mobiliser sans agenda caché, en toute transparence, toutes les informations pour le Parlement européen, pour les parlements nationaux, pour les sociétés civiles, pour les acteurs économiques. Et il a été possible de travailler vite, et je crois de travailler bien dans ce sujet. Sans doute cet exemple-là doit nous inspirer pour l'avenir en termes de méthode. Puis il y a un deuxième sujet, c'est le fond. Et je mesure bien qu'il y a une volonté généreuse, sincère, de vouloir régler beaucoup de problèmes dans le monde au travers de l'instrument des accords commerciaux. Mais peut-être faut-il considérer que des choix doivent être faits. Je crois, pour ce qui me concerne, qu'un accord commercial doit contribuer d'abord à améliorer, à renforcer les relations commerciales. On a parfois tendance à l'oublier, c'est un objectif d'un accord commercial, et que ça doit aussi conduire à encourager davantage de soutien dans le monde pour les standards exigeants que nous souhaitons
par exemple pour les conditions de travail, par exemple pour les conditions environnementales. Parfois, à vouloir trop embrasser, nous étreignons mal. Peut-être devrons-nous avoir ce débat démocratique. Il est certain que le Parlement européen a à cet égard un rôle majeur à jouer. Enfin, envisager notre avenir économique, la compétitivité de l'Union européenne, c'est aussi regarder la relation que nous avons avec d'autres grands acteurs dans le monde. Les États-Unis, bien sûr, la Chine également. Et dans ce cadre-là, il va de soi que, conformément au traité, le Conseil a bien l'intention d'assumer pleinement sa responsabilité en lien avec la politique extérieure de l'Union européenne. C'est le sens des débats stratégiques qui ont eu lieu à plusieurs reprises au long des derniers mois au sein du Conseil européen. Quelques réflexions aussi sur ce sujet. D'une part, il est certain qu'il n'y a pas d'équidistance entre États-Unis et Chine. Nous sommes un allié solide, loyal et fidèle des États-Unis. Nous développons avec ce pays des liens historiques, des liens qui portent sur les valeurs, des liens qui touchent aussi à la coopération économique et qui touchent très directement, on le voit bien, à l'enjeu de notre sécurité. Et dans le même temps, la Chine est une réalité. La Chine est un fait, est un acteur majeur sur la scène internationale. Et c'est pour laquelle il me semble qu'il y a 3 éléments clés dans notre relation à la Chine. D'une part, rester debout, les yeux dans les yeux, s'agissant des valeurs fondamentales, défendre les droits de l'homme, les principes démocratiques qui nous tiennent à cœur, qui nous sont chevillés au cœur. Faire en sorte ensuite que l'on puisse s'engager pour tenter de réduire des dépendances qui peuvent coûter cher. On l'a vu avec la Russie s'agissant des questions énergétiques. Ça veut dire rééquilibrer les relations économiques avec la Chine et singulièrement pour les enjeux stratégiques pour l'avenir de la prospérité sur le plan de l'Union européenne. Et puis 3, il va de soi, personne n'en doute, je crois ici, qu'il n'y a pas d'autre option que d'engager avec la Chine sur des sujets globaux, ceux qui touchent au changement climatique, ceux qui touchent par exemple à la santé globale également. Et c'est dans cette perspective-là, nous allons continuer au départ du Conseil à assumer notre responsabilité dans la politique extérieure de l'Union européenne en engageant avec les différents pays avec lesquels nous devons envisager un certain nombre de sujets de discussion. Enfin, et je conclus par ce thème qui n'est pas un thème mineur, le Conseil européen a été l'occasion d'aborder en détail la question des migrations. Nous savons que ce sujet migratoire est un sujet qui donne lieu à des tensions politiques, idéologiques, qui parfois est aussi instrumentalisé pour susciter de la polarisation au sein de nos sociétés. Et nous pensons qu'il faut faire preuve de sang-froid, de rationalité dans l'analyse de cet enjeu. D'une part, nous faisons confiance au travail qui est mené par le Parlement européen, en lien avec la présidence rotative, afin de faire entrer en vigueur le pacte migratoire, c'est la dimension interne de la migration, et nous veillerons à ce qu'au départ du Conseil, il y ait aussi cette capacité de nous engager pour progresser sur ce sujet dans les prochains mois. Et d'autre part, sans attendre l'entrée en vigueur de ce pacte migratoire, il est certain que l'on doit faire mieux et plus en termes de coopération avec les pays tiers, avec les pays d'origine, avec les pays de transit, plus de coopération pour lutter ensemble contre les trafiquants et les criminels qui spéculent sur la misère et sur la pauvreté, plus de mobilisation aussi pour ouvrir des canaux légaux de migration, ne pas laisser à des trafiquants et des criminels décider qui a la capacité de venir vers l'Union européenne, mais décider en conscience, dans le respect de l'état de droit, de nos décisions, la manière dont on gère de manière régulière, humaine, avec la fermeté nécessaire, cette question migratoire. Nous aurons l'occasion, la semaine prochaine, de faire aussi un point d'étape à la suite de cette discussion approfondie qui a eu lieu sur ce sujet-là lors du dernier Conseil européen. Nous aurons aussi l'occasion, et je termine par cela, d'évoquer la situation dans le cadre de la zone euro, puisque nous aurons un sommet de la zone euro avec la participation de Pascal Deneuve et de Christine Lagarde. Ce sera l'occasion de regarder l'avenir de cette zone euro dans les circonstances que nous connaissons. Enfin, mesdames et messieurs, chers collègues, nous mesurons chacune et chacun que nous sommes confrontés depuis ces quelques années à des moments qui nous bousculent, à des moments qui nous ébranlent. Nos repères sont mis en doute, nos repères sont mis en question, mais les fondamentaux du projet européen, les valeurs de dignité personnelle, cette promesse de prospérité, cette garantie de sécurité, plus que jamais ces fondamentaux doivent être notre boussole pour l'avenir, pour donner un élan qui, de mon point de vue, touche à cette autonomie stratégique de l'Union européenne, cette souveraineté qui est nécessaire, plus de résilience, plus d'influence dans le monde, moins de dépendance, c'est la boussole qui doit, je l'espère, dans l'unité, nous animer pour
porter ce projet qui nous tient tellement à cœur. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Charles. I give the floor now to the President of the Commission, Ursula von der Leyen.